Atome TV. La science s'invite chez vous. Laissez-vous emporter au cœur de l'atome. Bonjour à tous, auditrices et auditeurs. Bienvenue dans les entretiens d'Atome TV. Aujourd'hui, je vous partage une nouvelle interview de Patrick Sibon de l'association Planète Mars. Il va vous présenter les actualités de l'association et le stand qu'il a proposé aux rencontres de l'espace d'Oriol en septembre 2019. Bonjour. Bonjour. Patrick Sibon qui expose à Oriol pour les rencontres spatiales. On a agrandi notre base qui est de Mars Exploration Zone et on a fait une base qui est prise sur la base lunaire ESA et on l'a un peu réadaptée façon Mars. Donc on peut montrer ça tout à l'heure. Sinon, on a comme d'habitude nos posters concernant l'exploration robotique de Mars. Pouvez-vous nous présenter l'exposition, mais également quelles sont les activités du stand de l'association Planète Mars au cours de cette nouvelle édition d'Oriol? À l'entrée, on a mis la base Mars Exploration Zone, qui est un projet de la NASA sur ce qu'on pourrait faire sur Mars avec du matériel qui est d'ailleurs, à mon avis, réalisable si on en avait la volonté politique et qu'on y mettait l'argent. Donc, on a l'îlot central pour les devis et de recherche. On a les serres, en fait, il y en a deux. On a les engins d'exploration habités, les rovers pressurisés. On a différents éléments de serre, recherche, stockage d'informations et autres. Enfin, tout ce qui est le projet de Mars Exploration Zone. Ici, on a fait la grue. Là, on a fait ça c'est le module d'atterrissage qui emporte les différents éléments. Et ici, c'est le module le MAV, l'engin de remontée. Donc les astronautes se mettent dedans et redécollent. Et des réservoirs qui sont largués au premier étage, au premier lancement, et ensuite pour arriver sur orbite, le deuxième. Ça, c'est la plateforme qui a apporté le MAV ici, qui reste sur place. Ici, on a les ISRU, c'est-à-dire les ressources locales. Donc ça, c'est ce qu'avait prévu la NASA pour le projet de fabrication notamment de méthane. Et ça, c'est le transporteur de méthane ensuite qui amène ça à la base. Le méthane servant pour les engins de remontée notamment. Et ici, c'est tout ce qui est la fabrication à partir du régolithe. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas encore beaucoup fabriquer à partir du régolithe. Et donc, on a mis les petits astronautes. Et ça, c'est l'appareil qui amène le régolithe. Il nous manque encore l'appareil, le robot Rassor, qui serait l'appareil qui creuse pour récupérer le régolithe. Il ne faut pas oublier que le sol martien est complètement gelé et donc extrêmement dur, comme on l'a vu récemment avec InSight qui n'a pas réussi à percer les 5 mètres nécessaires à poser les sondes. Voilà. Sinon, à côté, on a l'autre maquette. Ici, c'est un projet de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui est prévu pour la Lune. Donc on a ce cylindre-là qui est sur un atterrisseur, qui est comparable un peu à ce qu'on a à côté, qui se pose. Ensuite, l'atterrisseur, le module est mis sur la Lune, par terre, sur la Lune, et là, il gonfle ce qu'on pourrait appeler comme un habitat bigelow, c'est-à-dire une espèce de ballon très, très complexe au point de vue couche, qui va se gonfler. À partir de là, il y a d'autres robots que je ne vais pas représenter ici, qui vont prendre le régolithe et en ajoutant un produit à base de magnésium, va créer ces espèces d'enclos d'alvéoles dans lequel il va mettre du régolithe. Et ici, il va construire une protection autour, une coquille autour. Alors ça, c'est la version... Ça, c'est la version lunaire de la chose, c'est-à-dire le ballon est gonflé, on peut laisser un espace et la coque de régolithe est là. C'est pas possible sur Mars, il faut que le régolithe, la coque appuie sur le ballon, puisqu'on a c'est de l'oxygène, en fait de l'air, et on a quand même une atmosphère de gaz carbonique qui va faire qu'il y a un effet de principe d'Archimède qui va avoir une tendance à soulever un peu le ballon d'oxygène et d'air. Donc il vaut mieux appuyer dessus.
Mais le projet de l'ESA, à mon avis, serait tout à fait adaptable à Mars. Voilà, je dis adaptable. Ensuite, ça, c'est les puits de lumière qui servent à amener, à concentrer la lumière et permettre d'éviter les radiations. Parce que c'est toujours pareil, que ça soit la Lune ou Mars, pour ça, c'est le même principe. Éviter les radiations, récupérer la lumière. Sauf que sur la Lune, on récupère plus facilement la lumière et plus intense. Sur Mars, c'est deux fois moins que sur Terre. Par contre, sur la Lune, vous avez quand même, selon les endroits, 14 jours de nuit. De jours terrestres de nuit. Ce qui n'est pas le cas de Mars avec ses journées qui sont à peu près comparables aux nôtres. Donc on a un peu simulé l'intérieur avec ces serres d'études et de production, les petits lieux de vie, et bien sûr les zones où on fait du sport, puisqu'il faut faire du sport. Pour se maintenir, c'est quand même sur la Lune une gravité bien moindre, sur Mars c'est quand même 38% de celle d'ici. Et là donc j'ai fait la zone de recherche avec les petits systèmes, les petits microscopes, les éviers, en fait tout ce qui sert à faire des recherches, des études sur la géologie et sur l'évolution des plantes. Ce serait curieux de voir une évolution à long terme des végétaux sur la Lune ou sur Mars, et ça ferait progresser les connaissances humaines. Je sais qu'actuellement il y en a qui s'intéressent aux déchets des astronautes sur la Lune. Oui, beaucoup. Ouais. Et pour voir comment les microbes ont pu survivre ou s'adapter. Il ne faut pas oublier que nous avons peuplé la Lune avec les tardigrades. On a contaminé la Lune. Si on avait fait ça sur Mars, qu'est-ce qu'on aurait entendu? Maintenant, le tardigrade qui est déshydraté et complètement sec, je ne suis pas sûr que ça soit une forme de vie en évolution. C'est comme une graine qui attendrait des jours meilleurs. C'est d'ailleurs le principe de la graine qu'utilise le tardigrade finalement. Pour un animal, c'est assez rare. Mais les tardigrades, je crois qu'on les appelle aussi oursons d'eau. Oui, mais ça veut tout dire. Ouais, voilà. C'est comme tous les projets de terraformation. Je regardais, on utilise des bactéries, on utilise ceci, mais il faut de l'eau. J'ai cru comprendre que certains voulaient envoyer des bombes nucléaires sur Mars pour la terraformer. Ah, c'est Elon Musk avec ses bombes nucléaires. Le problème, c'est un peu violent. Je trouve que la planète est déjà assez radioactive à la surface. Envoyer des bombes nucléaires pour fondre D'abord, vous savez qu'il y a des traités aussi contre les bombes nucléaires dans l'espace. Ensuite, si on veut vraiment faire écolo, on peut envoyer plutôt dévier des astéroïdes. Hein. Ça revient moins cher, c'est moins compliqué. Mais j'ai vu un beau projet dont le nom m'échappe, mais qui consistait à prendre un astéroïde, le détourner juste par gravité avec quelque chose qui tourne autour, et l'envoyer dans la bonne direction sur Mars, et avec le bon angle d'approche, la bonne masse, et ça faisait, d'après leurs calculs, un cratère de plusieurs kilomètres et 100 mètres de fond. La lentille, ce qu'on appelle le fond du cratère, la lentille chaude, le resterait très longtemps. Donc ils pensaient que ça ferait fondre de la glace autour et que ça ferait un lac qui serait plutôt glaciaire quand même. Et ils installeraient leurs habitats au fond du lac, vers le fond du lac, de manière à utiliser l'eau comme protection contre les radiations. C'est un projet qui n'est pas impossible, mais si vous le multipliez, vous auriez beaucoup de lacs sur Mars. Sinon, il y a un moyen très simple d'arriver, à mon avis, à faire de la terraformation de Mars, c'est envoyer beaucoup d'êtres humains. Parce que les êtres humains, ils vivront dans des habitats fermés, que ce soit comme ça, ou sous globe, comme on voit pour la maquette de jeu pour les enfants, mais mettons un globe, deux globes, trois globes, des tas de gens, des activités, des fuites d'air, puis tous ces gens-là vont transformer les oxydes en métaux pour construire tout ce qu'il faut, et il restera de l'oxygène en surplus. Et je pense qu'à force, comme sur Terre, on aurait un changement de l'atmosphère de Mars, et qui serait plutôt dans le sens de renvoyer de l'oxygène, parce que pour toutes les gens qui s'établiraient sur Mars, le gaz carbonique serait une ressource. C'est la seule source de carbone qu'on peut trouver sur la planète. Donc automatiquement, pour la biomasse humaine, enfin pour les humains, pour les végétaux, pour tout ce qui est à fabriquer des matières plastiques, ils utiliseraient le gaz carbonique. On verrait un appauvrissement à la longue
plus il y aurait d'humains, plus on verrait un appauvrissement de l'atmosphère en gaz carbonique pour utiliser le carbone, et plus ils fabriqueraient des métaux, ils seraient obligés de relâcher de l'oxygène. Ou alors ils appauvriraient tellement l'atmosphère qu'il n'y aurait plus rien. Mais à mon avis, on verrait un changement avec de plus en plus d'oxygène. Donc, et puis bien sûr, il y aurait aussi un réchauffement, puisque toutes ces activités humaines, ça fait un réchauffement qui resterait sur la planète. Donc si on mettait beaucoup d'humains sur Mars, je pense qu'à la longue, on verrait terraformation de fait. Revenons à présent à l'association Planète Mars. Quelles sont les dernières actualités ? L'association Planète Mars s'est remise du décès de son président. Cette année, on a participé au mois d'août à un grand rassemblement qui fait venir 10 000 personnes du côté du Gers. Et puis on participe à différents événements. Là, on n'a pas toutes nos combinaisons parce qu'il y en a qui sont exposées à Cherbourg en ce moment. Après, en octobre, on a bien sûr les chroniques martiennes en Bretagne qui durent 15 jours et qui se font dans différents lieux, dont notamment des lycées, des collèges, des groupes scolaires. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a une autre exposition prévue en octobre encore. Et donc, l'association reprend son activité. Mais c'est vrai que la perte de notre président a été un moment difficile. Il était particulièrement spécialisé dans les expositions, les conférences, il plaisait beaucoup. On a eu du mal à retrouver des conférenciers et des exposants, mais ça revient. Bon, nous, on maintient l'activité ici, sur place, avec nos moyens, puisqu'on nous envoie depuis Paris. Puisque les posters sont expédiés maintenant depuis Paris. Donc, alors vous voyez, on attire toujours du monde, on arrive à faire des expositions avec des bases qui peuvent... Vous voyez que ça intéresse encore un public. Sinon, on a réactivé, on ne le voit pas ici parce que les posters sont en exposition ailleurs, mais on a réactivé les différents posters qu'on a parce que, venez voir, je vous montre un exemple. Vous avez par exemple Insight, ici, qui est marqué à partir de 2016. On a été un peu optimiste, disons, à l'époque. On a eu 2 ans de retard à cause de l'appareil, de l'instrument qui mesurait les tremblements de Mars. Et donc, Insight, ça a été plutôt cette année. On a 2-3 ans de retard. À quoi ça sert de savoir qu'il y a des tremblements sur Mars ? Quel est l'intérêt ? Pour connaître sa couche interne, sa composition interne, comment est le noyau, est-il actif, que fait-il, est-ce qu'il tourne, quelle est l'épaisseur de la croûte, quelle est l'épaisseur du manteau, quelle est l'épaisseur du noyau, combien il y a de tremblements, et surtout, ils sont dus à quoi ? A priori, c'est un peu comme la Lune, ça serait le refroidissement qui crée des craquelures, des tremblements, et il y a aussi les météorites. Et c'est moins... on revient sur le principe de la Terre. S'il y a des tremblements de terre sur Terre, c'est parce qu'il y a une tectonique des plaques qui crée des pressions, qui se frôlent, qui s'appuient. Alors sur Mars, il n'y a pas de tectonique de plaques. Sur la Lune non plus, donc les tremblements de terre ne peuvent pas venir de là. C'est pareil, il y a une chose qui est apparue, c'est que par exemple ce qu'on appelle une montagne sur Terre n'existe que sur la Terre. Les montagnes sont issues des poussées tectoniques. Or, sur les autres mondes, il n'y a pas de montagne. Il y a des pics, il y a des élévations, il y a des hauteurs, mais ce ne sont pas techniquement des montagnes. C'est créé par des volcans, c'est créé par des chocs gigantesques. Pour Mars, il y a la dichotomie martienne qui a créé ces différences, sûrement à l'allure d'un impact géant, mais ce n'est pas lié à la tectonique des plaques, donc techniquement, ce ne sont pas des montagnes. Ça, c'est propre à la Terre. D'ailleurs, la présence de montagnes, si on pouvait les détecter, ça permettrait de savoir si une planète a une tectonique des plaques. C'est un révélateur, après tout. Maintenant, je sais que Charles Frankel m'a dit que sur Vénus, à un endroit, vous avez une petite tectonique de plaques, mais ils ne sont pas sûrs. Après, l'étude du sous-sol martien par
Ce système, ça permet de savoir si les volcans seront actifs encore. Et je sais qu'on a dit que sur la Lune, il était plus actif, mais on a un peu des doutes sur le fonctionnement. Ça va permettre d'aider aussi à comprendre ce qui se passe sur Terre en comparaison. Elon Musk a aussi envoyé une voiture dans l'espace. Ça m'a bien amusé, mais c'est toujours pareil. Je n'ai pas les références, mais ça rappelle le début d'un film qui est de science-fiction qui avait dans les années 60, et où on voyait un vaisseau qui larguait une voiture de sport dans l'espace. Elle était blanche par contre, avec un astronaute au volant. Je me souviens plus des références, je l'ai vu qu'une fois, mais avec Elon Musk, ça marche toujours comme ça. C'est en référence à des films de science-fiction souvent. Par contre, marqué donc panique de H2G2. Ouais, aussi, entre autres. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que ça devient, comment les matériaux se dégradent, s'il y a des bactéries, est-ce qu'elles sont là, est-ce qu'elles sont encore vivantes, est-ce qu'elles ont été complètement éradiquées. Ça, c'est quand même intéressant, un point de vue. Moi, je trouve que c'est un objet d'étude. Hein. En plus, comment dire, c'est une espèce de pied de nez géant à toute la mentalité spatiale actuelle. Hein. D'ailleurs, il fallait voir les réactions. Mais c'est vrai que de temps en temps, il est suivi. Il est classifié en astéroïde, je crois, maintenant. Il y avait un fanat de Musk qui a fait un petit dessin animé sur Internet qui montrait Musk arrivant sur Mars et faisant un tour en voiture Tesla aussi, électrique, enfin, adapté. Et au moment où il en sort, il est content, et puis l'autre lui tombe de l'espace dessus, et écrase ça. La deuxième Tesla de l'espace écrase la première. J'avais trouvé ça pas mal du tout. Bon, mais c'est vrai qu'au point de vue publicitaire, c'est bien, mais il faut se rappeler une chose. J'ai un peu creusé la question. Au départ, quand on essaye de diffuser, on envoie des masses de fonte, je crois, enfin assez lourdes. Pour le Dragon, ils avaient envoyé une meule de fromage, si je me souviens bien, qu'ils ont récupéré. Et il avait demandé aussi si quelqu'un voulait envoyer des expériences avant d'envoyer sa Tesla. Personne n'a voulu faire confiance à sa fusée pour envoyer quoi que ce soit. Donc, au lieu d'envoyer une espèce de masse de fonte dans l'espace, il a envoyé l'équivalent en voiture Tesla. C'était une bonne idée, je trouvais, c'était publicitaire en plus. Elon Musk a fait partie de l'association Planète Mars. On est l'équivalent de la Mars Society pour la France. La Mars Society, elle est née aux États-Unis en même temps que Planète Mars est née ici. Et les pères fondateurs sont les mêmes. Ils étaient déjà pères fondateurs de la Mars Society américaine. Et on est toujours au comité directeur. Notre vice-président et notre président. Elon Musk était étudiant et il était déjà membre de la Mars Society. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré les gens qui fabriquaient Tesla et qui a investi dedans. Et ça a toujours été orienté vers Mars. Il avait voulu acheter des missiles russes pour envoyer une serre sur Mars aussi. Et nous, le vice-président, M. Edman, a connu Elon Musk. Il m'a dit qu'il était étudiant, il n'était pas encore milliardaire. Il était déjà orienté, intéressé par Mars. Ensuite, si vous regardez bien, toutes les sociétés de son groupe sont prévues et calculées en fonction de Mars. Vous avez Solar City pour les panneaux solaires, vous avez des batteries, vous avez des Tesla, les batteries pour les voitures Tesla et les maisons. Vous avez l'Hyperloop qui était, il en finance une partie, mais qui au départ c'était prévu pour Mars. Parce que voler sur Mars c'est difficile, demande beaucoup de vitesse, d'énergie. Et l'Hyperloop fonctionnerait mieux sur Mars que sur Terre d'ailleurs, puisque la pression est faible. Il faudrait juste se protéger de la poussière. Et donc, il a été, je disais, ce que prévoyait Musk, c'était plus pour Mars que sur Terre au départ. Mais toutes ces sociétés sont organisées en fonction de ce qui serait une base martienne. Les sources d'énergie, les habitats, le solaire, les fusées, enfin, les engins spatiaux, et même les scaphandres maintenant, tout est fait pour ça. Certains fabriquent des engins avec ce qu'on appelle technologie sur étagère. Lui, c'est les entreprises sur étagère qu'il a. C'est toute la différence. Mais bon, il voit grand. Comme il disait un jour, s'il avait voulu avec sa fortune, il aurait pu s'acheter une île.
Et il restait bien peinard. Au lieu de ça, il a pris tout le risque. Et il ne s'est pas toujours fait des amis non plus. Les vols habités pour Mars, c'est pour quand ? Les vols habités pour Mars sont en généralement renvoyés toujours à 30 ans. tous les 10 ans, c'est renvoyé, ou 5 ans, c'est renvoyé à 30 ans. Des fois, je me demande si je ferais un pari entre les résultats de la fusion nucléaire et ceux pour aller sur Mars. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura la fusion nucléaire avant d'arriver sur Mars ou l'inverse ? Parce que pour la fusion nucléaire, c'est un peu pareil. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, si le Starship fonctionne, dans quelques années, ça pourrait changer la donne. Mais moi, j'attends de voir ces sociétés privées, comme d'ailleurs les États, réellement envoyer des personnes dans l'espace. Parce que pour l'instant, c'est des projets. Et si on regarde dans les faits, il n'y a que les Chinois et les Russes surtout qui savent encore envoyer des humains dans l'espace, ou qui en ont la volonté. Pour l'Union européenne, les pays européens, il n'y a pas vraiment la volonté d'envoyer des gens dans l'espace. Je vois toujours des projets. Je ne vois pas des réalisations encore concrètes, à part du côté de Musk. Si le Starship fonctionne d'ici 5 ans, je pense que ça pourrait changer. De toute façon, si Musk sort son Starship et sa propulsion, il va se poser le problème de savoir si les autres projets seront viables vis-à-vis de celui-là. Autrement dit, est-ce que le premier arrivé ne gagne pas le tout, il n'empoche pas tout ? Parce que à partir du moment où il aura un Starship qui enverra des centaines de tonnes, il va faire des prix qui seront impossibles à tenir par les concurrents. Donc à moins que Amazon y arrive, Bezos et Blue Origin y arrivent avant, je ne vois pas comment. Et ça remet déjà en cause le SLS aussi, celui de l'engin de la NASA. Ensuite, après je regarde que la Chine, il y a des projets, parce qu'il y a des moyens. Il y a un concurrent qui pourrait surprendre un jour, c'est l'Inde, parce qu'elles ont des moyens et des prix extrêmement bas au point de vue lancement. Mais pour envoyer des hommes dans l'espace, il faut après que ça suive au niveau des personnes. Je ne sais pas quel prix va demander Musk pour envoyer des gens sur Mars. On parle de le prix d'un pavillon américain, d'un pavillon de banlieue. J'entends 200 000 euros. Au dollar, je ne sais plus trop, mais je sais. Après, est-ce qu'il y aura des gens derrière ? On a vu qu'il y a eu le projet Mars One, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient prêts à aller sur Mars. Ça s'est annulé, mais la volonté d'y aller, elle était là. Même de payer pour y aller. Donc, est-ce que demain, vous avez un Starship prêt à partir pour Mars ? Est-ce qu'il sera rempli parce que c'est 100 personnes ? Est-ce qu'il y aura des gens qui voudront être pionniers ? Et est-ce qu'on les laissera faire ? C'est la question. Ça va poser des questions politiques, des questions de déontologie aussi. Voilà, donc je sais, ça va être intéressant les années qui viennent. Mais le tout, c'est que le Starship arrive à fonctionner. C'est quand même... nous, on a quelqu'un dans l'association, un professeur d'université, qui me disait c'est comme si on voulait fabriquer un avion transatlantique actuel à l'époque des biplans. Lui, il pense que c'est ça. Moi, je pense que c'est pas ça. Que la technologie existe, et que Musk a montré qu'il était capable de le créer. Ensuite, la suite, c'est difficile. Je suis pas Madame Soleil. Et c'est moi qui te remercie. Et alors, bonne continuation. Au revoir. Si vous désirez avoir plus d'informations sur l'association, n'hésitez pas à visiter le site internet planetmars.com. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lors de la prochaine édition d'Atome TV. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.